Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour parler d'un thème, on va dire, historique, d'un passage, d'un épisode historique marquant, on va dire, de l'histoire du XXe siècle, d'après-guerre en particulier. C'est la révolte les événements de mai 68. Vous allez en parler ce soir, je le disais tout à l'heure, dans le cadre d'un forum, d'une conférence au forum francophone du Collège académique de Natania. Alors avec vous, je voudrais tout d'abord essayer de rappeler en tout cas à nos auditeurs comment sont déclenchés ces événements de mai 68 qui ont, on va dire, bouleversé la France à cette époque. Alors c'est vrai que c'est un événement qui a bouleversé la France. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi un contexte international dans le monde entier, pratiquement. On manifeste à Mexico, à Berlin, aux États-Unis. Voilà. Alors en ce qui concerne la France, le point de départ, c'est que il y aura une décision du ministère de l'Éducation nationale de fermer l'université de Nanterre à la suite de troubles où on s'en était pris aux doyens. Et avec la fermeture, tous les étudiants se replient sur la Sorbonne et voilà que la police décide d'entrer dans la Sorbonne occupée par les étudiants et c'est le point de départ à cause de l'intervention de la police au sein de l'université. C'est le point de départ de ce que l'on va appeler effectivement par la suite les événements de mai 68 ou la révolte de mai. Pourquoi cette détermination de la part de la police ? Qu'est-ce que les autorités voulaient empêcher ? De manière générale, vous savez, on prévoit pas toujours les conséquences, mais c'était l'idée de dire l'ordre a été contesté à Nanterre, on a fermé au lieu que ça dissuade les étudiants, ils continuent de plus belle en prenant la Sorbonne en otage en quelque sorte. Alors on va montrer encore un peu plus de force et voilà que ça va échapper. C'est ce qui se passe souvent dans cette logique-là. Parfois ça marche et puis parfois ça ne marche pas. Et là, les étudiants, on va dire, qui n'étaient ni de Nanterre ni de la Sorbonne, estiment que c'est un acte de lèse-majesté, la police qui rentre dans une université. On n'avait pas vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale et voilà donc comment les choses se déroulent et alors du coup ça va être également une manifestation où on va essayer de faire joindre les travailleurs et ça va être la grande grève du 11 mai 68 et voilà, et ça va durer comme ça pendant un mois. Donc ça n'a pas du tout été prémédité par les responsables estudiantins de l'époque. C'est donc en réaction à une action de la police, pas parce que finalement il y avait un esprit ou un souffle de révolte chez les étudiants à cette époque ? Alors, on voit déjà en janvier 68, en mars 68, il y a déjà, ça et là, on voit bien qu'il y a une sorte de tension, il y a une volonté peut-être aussi d'en découdre. On a en tout cas mal interprété et c'est vrai qu'à un certain moment, ça a échappé aux autorités et je dirais que, vous savez, le succès appelle le succès et c'est ce qui fait que ça a pris une ampleur. Mais effectivement, ce qui est vrai, c'est que, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de préméditation, on se réunit pas comme Bendit, Sauvageau, Gesmar pour dire on commence la lutte le 1er mai 1968 et puis c'est vrai que personne non plus n'avait prévu l'événement. C'est ça qui a fait, je dirais, une partie de la légende, voire du mythe de mai 68, c'est que c'est un événement que finalement personne n'a pu prévoir. On rappelle toujours avec un peu de le sourire, le fameux article de Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde, au lendemain des vœux du général de Gaulle le 1er janvier, la France s'ennuie. La France n'est plus dans la guerre d'Algérie, la France est dans la croissance. Il manque quelque chose finalement à cette société, il manque un but. 5 mois plus tard, c'est fait, la révolte de mai. Alors, puisque vous avez parlé du général de Gaulle, est-ce que l'on peut dire que mai 68, ça va être le tournant, en fait, le début de la fin de l'ère de Gaulle et qu'il y a eu, si je ne m'abuse, à un moment son départ? Vous allez peut-être nous rappeler exactement son départ, le sentiment qu'il avait abandonné le pouvoir ou qu'il était parti et qu'il revient après. Mais d'une manière ou d'une autre, De Gaulle, on peut dire, après 68, c'est fini ? Oui, c'est fini. Alors, c'est vrai que c'est trompeur parce que, comme vous dites, à un moment, De Gaulle a pensé que pour rétablir l'autorité, il fallait faire en quelque sorte la politique du fauteuil vacant. Donc, il s'en va, il va à Baden-Baden, reçu par le général Massu. On laisse entendre qu'on ne sait pas où est le général De Gaulle. Il revient. Alors, pourquoi je dis que c'est trompeur? Parce que il revient en triomphateur. Il va y avoir une grande manifestation qui va clore. C'est le chant du cygne des événements de mai, le 30 mai 1968, il va y avoir des élections, il va y avoir un raz-de-marée gaulliste, donc en apparence,
tout va bien pour lui, et en fait, ça ne dure pas longtemps puisqu'il tire parti d'un référendum, qu'il propose en mars 69, et avant lequel il annonce que s'il le perd, il quittera le pouvoir. Et bien entendu, je dirais, la politique reprend le dessus, et en fait, De Gaulle cherchait une raison pour partir. C'est clair que même si on a pu penser à la fin des événements de mai qu'il reprenait la main, en quelque sorte, d'une certaine manière, sa voix ne porte plus. Le mythe du chef de la résistance n'était plus suffisant pour être entendu et pour rétablir, je dirais, son prestige. Alors, pour parler de cette révolte estudiantine de mai 68, il y a un élément qui nous préoccupe, qui nous passionne, on va dire plus particulièrement, c'est l'implication de leaders juifs à la tête de la révolte des événements de mai 68. Il y a bien entendu Daniel Cohn-Bendit, mais ils étaient nombreux également autour de Cohn-Bendit et dans les différentes universités. Il y a Alain Krivine, il y a Alain Gesmar, il y a Michel Recanati, il y a Daniel Ben Saïd, il y a même peut-être Finkielkraut si je ne m'abuse aussi, mais il y a énormément de juifs dans ces événements de mai 68 qui sont on va dire les leaders de ce mouvement. Il y a, si je ne m'abuse, Jean-Claude Milner à Lyon. Comment expliquer que ce soit des juifs qui étaient parmi les leaders de ce mouvement de révolte ? Alors, on est encore, je dirais, au XXe siècle, et pour ainsi dire, même si on n'est déjà plus dans la première moitié du XXe siècle, on n'est pas très éloigné de la première moitié du XXe siècle, on sait que depuis la fin du XIXe siècle, avec, je dirais, la progression du mouvement révolutionnaire, incarné par Karl Marx, qui lui-même est un juif, on sait qu'il y a eu une énorme proportion de juifs impliqués non seulement dans les mouvements révolutionnaires, mais dans le leadership des mouvements révolutionnaires. Et je dirais que d'une certaine manière, mai 68, c'est peut-être aussi le chant du cygne de cette participation des Juifs à des mouvements révolutionnaires. Alors, en ce qui concerne la France, eh bien, il faut bien comprendre, la révolution, elle se fait par des gens qui sont urbanisés, et les Juifs sont urbanisés, ils vivent pas dans les campagnes. Et puis, il faut bien comprendre que pour une grande partie d'entre eux, ce sont des enfants de résistants. Mmh. Et donc, pour eux, c'est un peu si je puis dire, la répétition d'un mouvement historique dont leurs parents leur avaient parlé. C'est la révolution. Et c'est comme ça, donc, on en trouve beaucoup au-delà, plus important que ce qu'ils étaient dans la population française. On a fait une comparaison, c'est exact de la faire, cette comparaison avec la révolution d'octobre 17 en Russie. Il y avait aussi pas mal de juifs. Est-ce qu'il y a un esprit de révolte sociale qui se prête plus particulièrement, on va dire, à ceux qui ont une identité juive ? Alors, je dirais qu'il y a deux explications fondamentales sur ce phénomène-là. La première, celle que vous avez mentionnée, consiste à dire qu'il y a dans le judaïsme un ferment radical, une volonté d'absolu, et un messianisme qui demande, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas demande tout. Et donc, du coup, ça prédispose des Juifs à être dans des mouvements révolutionnaires. Et puis, il y a une autre explication, peut-être complémentaire, qui est sociologique, et qui dit que les Juifs étant, je dirais, une minorité, on va dire, intelligente, diplômé, donc respectable sur le plan de sa compétence, reconnu dans sa compétence et dans ses connaissances, mais en même temps souffrant d'un déficit, je dirais, de prestige, parce qu'on était juif, et que juif, alors surtout dans la première moitié du XXe siècle, c'était pas bien du tout, n'est-ce pas ? Oui. Et cet écart entre une compétence, une connaissance reconnue, qui aurait dû leur ouvrir les portes, de la société, eh bien, est contrebalancé par cette image défavorable en tant que juif, et du coup, on estime que c'est ça qui propulse des gens à être révoltés. Il y avait quand même pour ça d'ailleurs. Il y a cette explication sociologique qui explique peut-être pourquoi il y en a moins aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres explications, mais dans la mesure où, en tant que juif, on n'est plus mal vu, du coup, donc on n'a plus besoin de se révolter. Il y avait des slogans qui étaient, si je ne m'abuse, nous sommes tous des juifs allemands, qui étaient liés donc à la personnalité de Daniel Cohn-Bendit. Comment expliquer que ce soit lui qui ait pris pris les rênes de la révolte à cette époque? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa personnalité qui a fait de lui un véritable leader, qui finalement par la suite ne s'est pas véritablement imposé sur le plan politique, mais à l'époque était devenu véritablement le leader incontesté de cette révolte?
Alors, c'est vrai qu'il n'est pas devenu un très grand leader politique, mais député européen, mais en même temps, une personnalité médiatique, je dirais presque jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais on ne peut pas être indifférent, alors je dirais pas à son charme, mais à sa verve, à sa manière d'être, et visiblement, alors quand il était jeune et beau et au début de ses 20 ans, visiblement, voilà, il y avait quelque chose qui passait, et vous savez, dans une révolte, dans une révolution, on a toujours besoin de quelqu'un qui incarne tout cela, et c'est vrai que les fameuses photos, puisque Mai-68 a été beaucoup immortalisé par des photos, ces photos où il regarde avec un sourire un peu espiègle et des yeux bleus l'autorité policière, avec cette idée de défi, voilà, je défie l'autorité, je défie la police, je crois que ça a mieux incarné, tout simplement peut-être parce que voilà, ses qualités physiques puis ses qualités, je dirais, de leader, on lui ont permis, voilà, de prendre en quelque sorte le leadership et d'incarner en quelque sorte l'image de Mai-68. Eh bien, merci beaucoup Denis Charby de nous avoir éclairé de nous avoir rappelé en tout cas ces événements de mai 68, un petit peu en particulier l'aspect juif, si l'on peut dire, de ces événements. Je parlais d'un leader des événements dans les universités de Lyon. Il ne s'agit pas de Jean-Claude Milner, mais de Jean-Claude Ziegler, qui par la suite est devenu le Rav Ziegler, qui est devenu un rabbin orthodoxe que j'ai connu. Nous en parlerons d'ailleurs dans la seconde partie de notre émission avec notre invité qui lui aussi doit intervenir, si je ne m'abuse, ce soir, Elie Schoenfeld, qui doit intervenir également ce soir au forum, qui parlera justement de ces révolutionnaires juifs qui sont passés de Mao à Moïse et qui ont fait un processus de tchouva. Il y en a eu plusieurs et nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Merci beaucoup Denis Charby d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je rappelle que vous donnez cette conférence ce soir donc à Natania au NEC, au forum francophone à partir de 18h30, donc à Natania, au collège de Natania. Merci. Shalom. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve avec Eliane Gurfinkel dans quelques secondes.